moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est déjà, on a quand même eu un discours d'extrême ouverture. C'est-à-dire que le constat qu'on a eu aujourd'hui, c'est quand même que la bande dessinée est un secteur éditorial qui est quand même extrêmement ouvert vers l'étranger, en particulier vers le Japon. Il y a une véritable porosité, hein, quand j'ai vu les chiffres qu'ont pu donner Xavier ou Jean-Pierre. Et là, on a un phénomène qui me semble relativement à part. C'est-à-dire que je me suis demandé si finalement, dans les autres secteur du livre, on avait une situation qui était comparable, et si finalement, eh bien, tous nos modes de publication étaient ouverts de la sorte. Alors je pense que c'est pas évident, j'ai cherché sur les plateaux, mais j'ai pas trouvé des chiffres, mais en tout cas en littérature étrangère, je pense qu'on est loin. Et il y a une première question qui quand même me turlupine, c'est pourquoi la bande dessinée finalement, c'est-à-dire pourquoi ce secteur-là est plus ouvert que les autres, quelque part. Est-ce que c'est parce qu'on finalement nos marchés, nos modes de production ont un caractère extrêmement national? Est-ce que c'est parce qu'on n'explore pas toutes les possibilités d'un 9e art? Est-ce que finalement c'est parce que quelque chose nous dépasse, nous Européens? C'est quelque chose qu'on ne s'explique pas totalement dans cette bande dessinée. Enfin là je pense qu'il y a une question quand même à se poser qui peut être intéressante. Et qui va avec une seconde question, c'est que cette porosité, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait quand même au niveau de ces modalités des choses intéressantes. Il y a quand même 3 livres qui sont revenus tout au long de l'après-midi, qui semblent correspondre à 3 phases. Le premier, c'était Genji Hiroshima, alors qui a été cité par Xavier, Jean-Pierre et Agnès, pardon. Alors qui était clairement présenté comme le pionnier, celui qui pénètre les marchés, que ce soit en France ou aux États-Unis. Akira, le premier succès, dans les 2 cas, et Dragon Ball, la déferlante. Quoi. Et dans les 3 cas, c'était quasiment le même schéma. Et à côté de ce mode de passage, il y avait presque les passeurs également qui étaient quand même en question. Agnès a parlé de pionniers, Jean-Pierre idem avec des noms que j'ai même pas eu le temps de noter, etc. Mais en tout cas, il y a... comment? D'accord. Il y a quand même l'initiation d'une forme de transmission. Alors ce qui m'a interrogé, c'est de me demander quel modèle. Parce que quand on compare avec la bande dessinée américaine, telle qu'on a pu la connaître, notamment après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les passeurs en France étaient notamment des sociétés savantes. La plus connue, hein, s'appelant la Sauce Oralide, entre autres. Alors, il y avait un biais, c'est-à-dire que notamment la réception de certains auteurs était clairement anglais, je dirais, par ces gens-là. Mais en même temps, il y avait quand même un effort pour produire une forme de savoir. Qu'on le veuille ou non, ces sociétés savantes ont fait un travail de documentation, de publication, de réflexion. On voit très bien qu'avec le manga, on n'a pas été dans le même modèle. Là, clairement, un modèle qu'on peut dire plus libéral, dans une certaine mesure. Moi, j'ai entendu des éditeurs qui, effectivement, s'étaient dotés de structures, qui avaient été aidés par l'État, etc. Alors, je ne dis pas que c'est pas grave ou que c'est pas bien, mais par contre, ça pose certainement certains problèmes. Par exemple, quand Agnès a parlé de compétences, de libraires, de bibliothécaires qui étaient en attente de formation, quand Xavier a parlé de la nécessité d'un discours adapté pour les lecteurs, en gros, on a l'impression qu'on a un monde qui est un peu en attente d'éclaircissement et que ce travail, peut-être de clarification, n'a pas totalement, été fait, et que là, effectivement, le rôle peut-être d'institutions comme la Cité ou autres peut être prépondérant. Voilà.